Welcome to MENA Defense Podcast, the first podcast talking about defense, security, and geopolitics in the MENA region. Nous avons avec nous aujourd'hui le journaliste portugais Raul Braga Pires. Il est spécialisé dans les questions internationales, surtout sur la région Afrique et Moyen-Orient. Il édite le site électronique Maghreb Mashrek au Portugal. Nous allons parler aujourd'hui de la problématique de l'installation de l'État islamique en Afrique centrale, en particulier au Mozambique. Donc, Raoul, bonsoir. Bonsoir, Akram. Enchanté de te recevoir chez moi. Tout le plaisir est pour moi et tout le plaisir, je l'imagine, va être pour nos auditeurs. Donc, ça fait 2 ans et demi depuis le début de l'insurrection armée dans le nord du Mozambique, dans la région de Cabo Delgado. On assiste à l'installation durable de l'État islamique dans cette région. Il y a eu 700 morts, 200 000 déplacés. Selon vous, quels sont les enseignements retenus de ce maquis djihadiste lusophone en terre d'Afrique? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? D'abord, quand tout ça a commencé en octobre 2017, euh, le mot normal, ça serait le Shabab. Ce serait d'appeler les gens, ce groupe de Al-Shabaab et d'avoir une liaison directe avec les Somaliens, le groupe somalien, et tout le monde était dans la panique. Mais comment c'est possible que ce groupe énormément monitorisé, surtout après 2015, le massacre dans le centre commercial de Nairobi, comment est-ce que ce groupe a eu la possibilité de descendre tellement profondément dans l'océan, dans la côte de l'océan Indien. Et au début, j'étais énormément méfiant de cette théorie, de cette hypothèse. Je ne croyais pas que Shabab avait descendu jusqu'au Mozambique. Et pour une première explication, je veux dire que c'est normal d'appeler Shabab à ce groupe parce que la langue franque à Cabo Delgado, qui fait la frontière avec la Tanzanie, c'est le Swahili. Et le Swahili et le Kiswahili. Alors, sont des langues que boivent beaucoup et son origine est carrément dans l'arabe. Alors, le mot Shabab, c'est un nom normal, c'est un mot ça veut dire jeunesse. Et c'est un mot aussi qui a commencé à à faire la définition entre parents et les enfants, à dire je ne te veux pas avec ce Shabab. Ça, c'est le Shabab que je ne te veux pas avec. Et alors, ça reste Shabab plus populairement. Mais à mon avis, rien à voir avec le groupe Al-Shabaab au début en 2017. Ce qui s'est passé après, c'est que, et là, ça entre dans comment dire, dans le patron, dans le modus operandi de l'international djihadiste, soi-disant. Parce que moi-même, ici chez moi, je peux faire quelque chose dans mon quartier et dire que je suis membre de l'État islamique. Ce que je veux faire, ce que je fais, c'est que je fais une action violente pour avoir l'attention de cet international djihadiste et après, j'attends que mon téléphone va sonner, il y a quelques généraux de cette organisation qui, qui m'offre un poste ou qui dit que peut compter sur moi pour ce territoire, pour développer, etc., etc. Et là, c'est ce que je crois qui s'est passé dans ce 2 ans qui ont passé depuis 2017. C'est que le phone a sonné à quelqu'un à Cabo Delgado. Parce que maintenant, on voit carrément qu'il y a un soutien et des liaisons, et le propre État islamique a déjà revendiqué quelques attentats,
quelques actions de ce groupe au nord du Mozambique. Et il y a certainement une forte liaison avec ce groupe de la province centrale de l'Afrique, de l'État islamique. Et là, je crois que maintenant, il y a évidemment les jeunes qui ont été recrutés, ils ont été recrutés sont des locaux, sont issus de Cabo Delgado, de la région. Ça se voit, j'ai eu accès à quelques enregistrements des coups de fil qui ont été faits entre des journalistes mozambicains et des locaux qui sont là-bas. Et la description qu'ils font, c'est exactement que les gens qui maintenant ont décidé de ne pas tuer les gens parce que les populations sont en panique, ils entrent, la population se terre et ils parlent avec la population. C'est un monologue, évidemment, mais ils ne les attaquent pas, ils parlent. Et ils donnent aussi la possibilité dans ce moment, ces 5 minutes de Bayan, de les gens locaux les observer meilleurs et les écouter et identifier leurs accents, etc. Et voilà, ils parlent avec des accents qui sont bien identifiés dans quelques villes, dans quelques régions particulières de Cabo Delgado. Ça, c'est clair qu'ils sont des gens locaux. Il y a aussi les Tanzaniens, et les Tanzaniens communiquent surtout en Swahili, qui c'est en même temps euh, perceptible par les populations. Et il y a aussi l'enregistrement, le témoin de que divers témoins de divers locaux qu'il y a un homme blanc au sein de ce groupe. Et là, il vient la confusion, c'est pas la confusion, c'est comment déterminer que type de blanc est celui-là. Et les locaux, ils disent, non, c'est un blanc pur, c'est un pur blanc, c'est pas une photocopie. Il y a même un mec qui dit, non, c'est un blanc pur, c'est pas une photocopie. Alors, pour le moment, ce que je dis, c'est que, à mon avis, c'est clair que l'État islamique fait un effort au nord du Mozambique. Il essaye de se baser dans cette région, qui c'est aussi intéressant d'entendre que depuis 5 ans, plus ou moins depuis 5 ans, est devenu public pour le monde que c'est dans la fin de la rivière Rovuma, qui fait la frontière entre le nord du Mozambique et le sud de Tanzanie. Quand la rivière rencontre la mer, c'est exactement là-bas qui ont été découvertes la plus grande réserve de gaz naturel au monde. Et voilà, il y a ici ce côté économique de ressources je ne sais pas comment ça se dit en français, hydrocarbonetos en portugais, hydrocarbures, pardon. Alors, il y a cette ressource importante d'hydrocarbures dans ce territoire. Il y a aussi, euh, un détail ethnique, tribal très intéressant, parce que aussi au début, en 2017, la plupart des historiens mozambicains et des gens que sont bien formés sur les idiosyncrasies locales ont jeté la possibilité d'être surtout un conflit tribal parce que le pouvoir, le top de la pyramide politique à Maputo, à la capitale, est Makonde, de l'ethnie Makonde. Les Makondes sont les chrétiens au nord. Et tout le nord du Mozambique est pratiquement 99% musulman. Alors, il avait toujours depuis et même avant de la décolonisation, il avait toujours cette tension entre les Makondes qui voulaient chercher les terres plus fertiles et qui sont toujours en conflit avec les Moani et les Adjawa, qui sont l'ethnie locale musulmane.
à partir de la décolonisation et à partir que le Frelimo a libéré ses bases au sud de la Tanzanie, ils ont opté par une population pour démographiquement occuper cette région de frontière qui était très importante de la peupler. Ils ont opté pour mettre surtout ce qu'on appelle les réfugiés de Bagamoyo ou les réfugiés du sud de la Tanzanie, de les peupler, de les localiser dans la région de la frontière avec la Tanzanie à Cap Delgado. Et dans la continuation du temps, toujours, il y a ce problème de guerre par la terre fertile au nord. Il y a même une idiossyncrasie locale, un détail très intéressant local, c'est que quand un homme il construit, il occupe un terrain, il construit sa maison et il plante des arbres. La plantation des arbres est dans cette culture la signature qui veut dire cette terre m'appartient. Alors, ça, c'est peu à peu que cette confrontation commence et se déroule jusqu'à aujourd'hui. Alors, en 2017, pour revenir à ta question principale, en 2017, beaucoup des historiens mozambicains et des analystes ont mis en première ce détail de la guerre pour la terre entre les tribus, avec évidemment un soutien politique et avec des intérêts politiques en arrière. C'est ce qui se passe dans le moment, et c'est ça qui c'est très difficile de comprendre, c'est que le gouvernement central à Maputo semble n'avoir aucun pouvoir pour faire face à cet confrontement, à cette avance des djihadistes à Cap Delgado. Ils ont même, eux, des mercenaires russes là-bas qui ont n'ont pas pu avancer sur le terrain parce que pour les particularités du terrain, pour les particularités même du climat, des vents, etc., des difficultés de communication, beaucoup de détails locaux ont fait que les Russes sont partis. Et maintenant, il y a comme une entente avec quelques entreprises de sécurité sud-africaines qui ont été déjà il y a 2 semaines là-bas avec des hélicoptères et à faire une guerre très forte contre les djihadistes. Mais le pouvoir central de Maputo révèle qu'elle n'a pas le pouvoir ou la volonté de faire face d'une façon plus opérationnelle à cette avance djihadiste au nord du Mozambique. Dire seulement pour conclure que le Mozambique est un pays majoritairement musulman. Je parle des chiffres, je parle de la démographie, je parle aussi d'un héritage des Portugais, d'un héritage colonial qui s'était à chaque census, pardon, avant ça, à chaque naissance, c'était obligatoire par loi, pendant que le Mozambique était une province outre-marine portugaise, était la loi que même si l'enfant est issu d'une famille musulmane, le premier nom doit être un nom chrétien. Et à partir de cette règle, quand les gens du census frappent à la porte du citoyen et demandent son nom, ils disent que José Youssouf, par exemple. Oh, on sait qu'il est musulman, que c'est une famille musulmane, mais José, c'est son premier nom, alors il va dans les statistiques catholiques. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est un héritage que le Frelimo a pris comme secours, comme intéressante, et c'est à partir de là aussi que aujourd'hui encore sur les census mozambicains,
ça donne les musulmans comme seulement 20% de la population, quand ils sont au minimum 50%. Et cette région de Cabo Delgado, cette région disons, de Cabo Delgado jusqu'à Zambézie, jusqu'à de la frontière jusqu'à Climane, c'est tous 80-90% musulmans. Alors, de ce point de vue, avec les ressources hydrocarbures là-bas, du gaz On naturel, va en parler tout à l'heure avec... des hydrocarbures. Ah, ok, ok, très... Excuse-moi, quand je commence Non, à non, non, parler, c'est excellent. En tu fait, dois me... ce que tu as raconté est très intéressant. Bon, tu as grillé quelques-unes de mes futures questions, c'est pas grave. Mais tu as évoqué aussi quelque chose de très, très intéressant qui pourrait expliquer, d'ailleurs de façon un peu plus générale, la présence et l'implantation de l'État islamique en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, qui est la question de la langue swahili. Ah oui, 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 exactement. Il y a aussi une autre piste, une autre théorie qui évoque plutôt une sorte d'approche océan Indien de l'État islamique. Parce que l'on retrouve de nombreuses implantations, par exemple dans les Comores, un petit peu, mais maintenant on le voit aux Maldives, au Bangladesh, au Pakistan, Oui, oui, une voilà. C'est implantation tout, ouais, si tu me permets, Akram, bien sûr. c'est la reprise de tout ce qui ici a passé il y a 1001, il y a Tout à fait. 701, il y a 601. C'est exactement, c'est à partir du mer arabique que les Arabes, les musulmans de l'Inde, etc., viennent coloniser les côtes africaines de l'océan Indien. C'est exactement une reprise d'action, de tactique, je crois. Donc j'ai aussi, donc en étudiant le conflit au Mozambique, j'ai aussi noté qu'il y a eu en gros deux phases, hein. Une première phase un peu lointaine maintenant qui est vraiment une rébellion locale. Mais j'ai l'impression qu'avec l'intervention de mercenaires, et notamment de mercenaires russes, ça a excité l'État islamique qui a commencé à envoyer des hommes, qui a commencé aussi à coordonner les choses à partir peut-être de la Somalie, et qu'on entendrait parler d'hommes qui seraient aussi venus du Pakistan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a moyen de nous dire plus sur ça? C'est flou, c'est-à-dire que rien n'est vrai ou rien n'est confirmable. Mais dans la théorie, comme j'ai commencé à dire que le téléphone a sonné, là, je crois que l'état-major de l'État islamique a compris carrément qu'il y a un terrain intéressant pour développer l'action là-bas. Surtout ce truc d'avoir déjà l'attention des Russes, d'avoir déjà l'attention internationale, c'est un bon euh, une Moyen? bonne bouteille Oui. d'oxygène pour faire l'État islamique respirer parce que tout le monde eux-mêmes peut-être croit que bon, on a perdu la guerre, c'est disparu. Mais on sait qu'il s'est jamais disparu, on sait qu'il s'est jamais perdu parce que même quand tu dis à quelqu'un de l'État islamique euh, ne fais pas ça, ne va pas dans ce sens ou dans cette direction parce qu'il y a un mur là-bas. Il va toujours te répondre, bon, on casse le mur, c'est pas le problème du mur. On continue notre chemin. Et là, oui, le Mozambique, le nord du Mozambique, ça peut signifier pour l'État islamique cette bouteille d'oxygène et ce nouveau, comment dire, ce nouveau scénario pour essayer de construire le califat. Et là, on peut dire aussi que j'étais dans toute cette région. D'abord, en petit détail, ma thèse, ma dissertation de master, c'était exactement sur l'islam au Mozambique. Et toutes ces régions qui sont maintenant attaquées, j'ai déjà été là-bas pendant les années de 2004 à 2008. Et ce que j'ai senti, ce que j'ai
témoigné sur place, c'était la rentrée de tous ces étudiants qui sont venus de l'Arabie Saoudite et du Pakistan avec des bourses étudiants, African Muslim Agency. Je crois que ça continue à exister. C'était aussi un des cibles des Américains après le 11 septembre. C'est-à-dire que on doit, si on casse African Muslim Agency, on casse ce prosélytisme plus dangereux islamique en Afrique. Et la vérité, c'est que cette African Muslim Agency, c'était une agence qui on parlait partout en Afrique, on parlait partout, on la voyait partout au Mozambique, mais maintenant, même les grandes chaînes médias, ils ne parlent pas de African Muslim Agency. Peut-être que au cours de ces derniers 20 ans, 18 ans après l'11 septembre, que les Américains, enfin toute l'alliance internationale contre Al-Qaïda, a réussi à faire tomber cette agence. Mais c'est exactement dans ces années de 2004 à 2008 que j'ai senti qu'il avait déjà les virtueux, les imams virtueux qui arrivent bien éduqués d'ailleurs et qui veulent mettre les gens sur place à prier de la façon correcte, à faire le ramadan de la façon correcte, à ne pas mélanger, à ne pas être syncrétique et des trucs comme ça. Alors, euh, ce que je veux dire avec ça, c'est que il y a il y a un certain appui, un certain soutien social là-bas pour, euh, pour, euh, pour ce type de groupe et ce type de discours. Parce que le discours ne vient jamais seul. Le discours vient avec la pratique. Ce qui s'est passé il y a une semaine à Kisanga, c'est que ce groupe arrive, il ne agresse pas les gens sont en panique et les gens ne font rien, restent où elles sont, ils ramassent la population, ils parlent avec la population et immédiatement après, il y a une action qui est prise. Par exemple, les marchés, surtout les marchés plus informels, et à Kisanga, ils avaient un marché intéressant, informel, à la bord de la mer. Cette petite baraque de ce commerce informel sont interdits de vendre des cigarettes et de vendre de l'alcool. Alors, ça peut être pour nous quelque chose de radical et quelque chose presque même de pornographique. On ne l'accepte pas. En tout cas, la population a toujours cette idée de, bon, ça ce n'est pas mal d'interdire l'alcool. L'alcool, c'est une des grandes origines, des grands problèmes qu'on a ici, des problèmes dans la famille, de la violence domestique, etc., etc. Et les cigarettes, la même chose. Je ne veux pas que mon fils va fumer comme j'ai commencé à fumer. Si j'avais cette loi quand j'avais 18 ans, je ne serais pas le fumeur que je suis maintenant. Bon, il y a cette pensée et il y a aussi une autre chose. Une chose, c'est interdire immédiatement les choses et une autre, c'est faire la distribution des vêtements aux plus âgés. Il y a aussi cette entente entre le respect du plus âgé, le respect du savant, le respect du pardon, c'est pas du savant, le Non, non, respect du sage, du sage, oui, oui. non, De du l'imam, du sage, sage, du vieux. Oui. et exactement, du plus âgé. Alors, tout ça fait, et surtout, il y a maintenant le Covid. Le Covid, si le pouvoir central de Maputo n'était jamais beaucoup présent à Cabo Delgado avant le Covid-19, maintenant, c'est encore pire.
Et maintenant, il y a un autre problème qui s'ajoute à tout ça. Maintenant, sont pas les gens qui viennent de la capitale. Maintenant, sont les forces spéciales. C'est la police qui est éduquée à frapper et n'est pas éduquée à parler avec des gens et à comprendre les événements et à les contrôler, etc., etc. La police entre dans une telle façon violente qu'elle ne gagne pas la sympathie des habitants locaux. Alors, il faut dire que il y a une base pour cette idéologique, pour cette entente, pour cette acceptation de la population à ces nouvelles règles. Et il y a d'un autre côté la police et les militaires, mais surtout la police et les unités spéciales de la police qui veulent régler le problème, veulent comprendre le problème, mais le font de la pire façon, qui c'est d'une façon que maintenant est plus violente que la façon des djihadistes. Et ça fait la différence dans les animosités locales. Justement, vous avez parlé de ce qui s'est passé, hein. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Mocimboa de Praia et à Kisinga en début mars, sur le plan militaire? Début mars, oui, oui. Et même début, à partir même déjà de novembre, décembre, décembre c'était un mois très fort. Là-bas, peut-être c'est le mois de Noël, c'est le mois que les élites à Maputo sont plus occupées avec les fêtes religieuses et peut-être euh, ce mois a été particulièrement intéressant pour les djihadistes à cause du calendrier, à cause de ça, des fêtes religieuses catholiques. Mais depuis décembre et mars, il y a une évolution que je peux dire que, bon, ils sont là, ils suivent un script, ils suivent un guide. C'était, vous savez, Akram, le même ça passé en Kurdistan, le même ça passé en Syrie, c'est que ce groupe a tellement la femme d'être un groupe violent et un groupe presque shaitanesque, disons, que ils ont cet élan et à partir de cet élan, il peut entrer dans quelque endroit sans avoir aucune résistance. Alors, jusqu'à début mars, ce qui s'est passé, c'est exactement la construction locale de, ce, de la terreur. C'était 2, 3 mois de construction de ce scénario de la terreur pour maintenant entrer dans les populations sans les harceler, sans être violent et parler tranquillement avec eux et faire la distribution de nourriture, faire la distribution de vêtements, interdire les cigarettes et l'alcool, essayer de recruter sans violence les jeunes qui sont au chômage, etc., etc. Ça, c'est l'évolution plus visible. Et il y a aussi une autre évolution qu'on peut comprendre par la sortie des mercenaires russes, c'est qu'ils sont locaux, ils dominent très bien le terrain. Sont des Africains, même s'ils ne sont pas des Africains mozambicains du Nord, sont des Africains qui connaissent très bien l'Afrique et les idiosyncrasies de la jungle et de ce type de population plus éloignée, plus distante des centres décisifs, plus isolée. Et ça sont deux facteurs que depuis décembre, janvier, février, mars, on peut remarquer. La baisse d'actions violentes, plus de contact avec la population, être plus aimable avec la population et en fait résoudre des problèmes de la population parce que après je suis sûr que une priorité ça sera déjà travailler sur les puits de l'eau pour fournir les populations de l'eau, c'est fondamental. Mais alors il y a
cette différence, cette évolution, disons, de comportement qui s'est moins agressive, plus avec une population aussi plus coopérante, et l'autre, et avoir des locaux qui maîtrisent très bien les idiosyncrasies et les conditions de la jungle et de ce type de région plus éloignée du centre. Les Russes ont des problèmes avec la jungle, avec les moustiques, avec les lions, avec les crocodiles, avec même le vin à cause des communications. Ils ont des problèmes avec le terrain. Beaucoup de Russes sont morts là-bas. Alors, ça veut dire que ce type de gens, ils jouent chez eux. Ils ne sont pas ailleurs, ne sont pas déplacés comme les Européens qui sont arrivés à Syrie, issus de Londres ou d'Amsterdam, ou d'un environnement avec beaucoup de volonté, mais sans aucune pratique, ou sans aucun sens de qui est le terrain et qu'est-ce qu'il faut faire. Justement, revenons à l'enjeu économique de ce qui se passe là-bas. On a parlé des hydrocarbures, il y a aussi des richesses minières énormes au Oui, oui, Mozambique. exactement. On a parlé d'interférences de compagnies pétrolières étrangères, notamment américaines. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Bon, sur ça, ce que le Vox Populi dit, euh, et sont des choses que seulement le Vox Populi peut les dire, c'est que là-bas, le truc est divisé entre le président et deux autres généraux de Frelimo qui sont aussi Maconte et qui c'est le gaz naturel, sont les pierres semi-précieuses, les rubis surtout, et le bois. Le bois, et le bois qui contrôle le bois, contrôle les Chinois, disons, contrôle l'entrée chinoise dans le pays, et le plus grand intérêt du bois là-bas, c'est des Chinois. Et il y a le facteur drogue, qui est aussi un facteur très important parce que le Mozambique est considéré jusqu'à aujourd'hui, pardon, une espèce de terrain libre pour calibrer les mesures de drogue qui après vont partir vers l'Europe. L'Europe et l'Amérique du Nord, malgré qu'elles sont issues de l'Amérique du Sud. Elles viennent faire tout ce tour jusqu'à Mozambique, précisément pour après partir au nord en Europe, au nord-ouest en Amérique du Nord. Le C'était aussi facteur la route de l'héroïne qui allait vers l'Afrique du Sud à l'époque aussi, hein, qui venait exactement, et la d'Asie. route de l'héroïne, exactement. Et cette route, précisément cette route de l'héroïne, fait aussi que il avait, vous savez, un grand entrepreneur mozambicain, Mohamed Bachir Suleiman, qui est l'homme plus riche au Mozambique, peut-être. Euh, Issu de Nampula. Nampula, c'est une ville aussi au nord, comme Pemba, une ville côtière à 200 km au sud de Pemba. Et c'est aussi une région fortement musulmane. Ce monsieur qui était pauvre à son origine. J'ai interviewé pas mal de gens qui ont été ses amis d'enfance. Il n'avait rien. Maintenant, il a une énorme fortune. Il est sur la liste qui a été mise à jour par le président Obama comme un drug kingpin. Tous ses comptes bancaires étaient bloqués, tous ces investissements à Maputo et en Afrique du Sud étaient bloqués, surtout un centre commercial à la capitale du Mozambique, où maintenant ça existe, les magasins sont là-bas, mais tu ne peux pas payer le truc par ATM, c'est le Fulus
euh, vivent seulement parce qu'ils ont même perdu le droit de faire ce type de transaction à cause du nom de ce monsieur être dans cette liste. Ce monsieur est connecté. Une des raisons pour être dans cette liste, c'est qu'il est connecté avec des autres drug kingpins en Pakistan et en Afghanistan. Et là, ça vient autrefois, c'est une mélange d'intérêts qui fait ça, qui se retrouve, disons, au nord à Cabo Delgado, où on peut ajouter le gaz, le bois, les rubis, les pierres demi-précieuses, et les généraux de Macondo, de Frelimo, qui sont au pouvoir au Mozambique. C'est Allez, revenons ça maintenant. l'enjeu. Mm. On va revenir maintenant à la question des terroristes, hein. On avait dit que une grande proportion étaient des locaux, peut-être un peu Mhm. moins des gens qui sont au sud de la Tanzanie aussi, qui sont considérés aussi un peu comme voisins ou locaux, et, Mhm. d'autres qui viennent d'ailleurs. Mais selon vous, d'où vient le financement, d'où viennent les armes, d'où vient cette capacité Voilà, à maintenant financer l'économie locale, aider les gens, etc. voilà, ça c'est ça. Je peux le jour que je vais t'interviewer, c'est la question que je vais te poser exactement parce que c'est ce que je cherche maintenant. Il n'y a aucun, comment dire, aucune piste, aucune. Je, Aucun je indice, crois, aucun... Oui, oui. indice, c'est ça que je veux dire. Je crois carrément que ça doit venir euh, directement de l'Afrique du Sud ou de Maputo. Pourquoi? Pour deux raisons. Ça, c'est exactement la période que j'ai passé 4 ans, j'ai vécu 4 ans au Mozambique. C'était pendant la présidence de l'ancien président, je ne me rappelle pas de son nom maintenant, mais ça va venir. Euh, la politique de l'ancien président, c'était le débat là-bas, c'était est-ce que Al-Qaïda est au Mozambique ou Al-Qaïda n'est pas au Mozambique. Et l'ancien président a profité de cette doute pour faire peur à la nationale et à l'international sur la présence de l'Al-Qaïda au pays. Pourquoi? Parce que ça le permettait, euh, que les yeux, que ce regard, le regard presque scientifique, un regard de monitorisation sur l'économie du pays, ne le permet pas, on ne le pose pas la question, que ce regard scientifique ne le pose pas la question, mais comment est-ce que vous avez une économie dans la capitale de votre pays qui supporte plus de 100 magasins de change d'argent? Il y a plus de 100 magasins pour changer l'argent à la capitale du Mozambique. Mais d'où vient tout cet argent? Pourquoi c'est ça? Ça, c'est l'économie de cette ville, et comme Johannesburg, pour avoir tellement de bureaux de change dans cette capitale. Alors, la quantité des bureaux de change à Maputo, c'est un indice que Al-Qaïda n'était pas au pays, mais les argents du terrorisme passaient par Maputo en direction en Afrique du Sud. Et Donc, lorsqu'on parle de bureau de change, on parle aussi du système parallèle de transfert de fonds qui s'appelle la Hawala, qui est utilisé par exactement, les groupes exactement. terroristes. Et des voitures
complètement fourni d'argent caché, bien sûr. Mais le truc que j'ai compris là-bas quand j'ai fait mes entretiens, c'est qu'il y a un moment que j'entretiens un mec, un jeune homme qui a travaillé dans une cabinet de change, comment ça se dit, un bureau de change, dans un bureau de change de celui-là, de ce type, ou de cette, comment dire, de cette network, qui est un network qui est aussi exclusivement contrôlé par les familles mozambicaines d'origine indienne slash pakistanais. Et il m'a raconté beaucoup de choses jusqu'à un moment qu'il ne pouvait parler pas. Et pourquoi il ne pouvait parler pas? Parce que s'il parlait plus que ça, il va mettre en danger son propre père. Parce que son propre père était le mec qui va conduire les voitures pleines d'argent jusqu'à Afrique du Sud. Et là, oui, il avait une forte présence d'Al-Qaïda juste avant ce nouveau phénomène qui s'appelle État islamique. La base était là-bas, elle continue là-bas. Il y a par exemple un autre circuit très intéressant, c'était le circuit des jeunes musulmans mozambicains qui allaient étudier toujours dans des écoles dans la banlieue de Johannesburg. Euh, quand on dit il va chez une école à Johannesburg, quand on arrive là-bas, on s'aperçoit que ce n'est pas une école, c'est une commune, c'est toute une commune qui habite autour de cette école. Cette école, c'est la base de financement de cette commune. Mais ce qui se passe, c'est une commune avec plusieurs de familles qui habitent là-bas sur la charia. C'est exactement qu'habiter dans une petite commune en Afghanistan contrôlée par les talibans. C'est exactement comme ça que ça se passe. Ça, c'est aussi un autre circuit, c'est le circuit des étudiants qui ne vont plus en Arabie Saoudite ou en Pakistan, mais que juste à côté, en Afrique du Sud, à Johannesburg, ils trouvent là-bas une petite Afghanistan à sa guise et où il envoie ses enfants pour étudier. Alors, pour rentrer dans la question principale, c'est de où vient l'argent sans aucune preuve, sans aucune, seulement pour les indices et pour mes calculs mentaux, je disais certainement de l'Afrique du Sud, mais peut-être certainement aussi à partir du Maputo, parce que s'il y a l'argent qui doit croiser une frontière pour être nettoyé, s'il ne s'il a la possibilité de ne pas croiser une frontière et aller vers le nord pour financer immédiatement ses intérêts, peut-être que c'est directement de Maputo que l'argent vient directement. Et pas à partir de Afrique du Sud. Mais je pourrais Johannesburg et Maputo dans la même égalité dans ce moment-là. Sur les armes, aussi aucune idée, mais là, j'ai une méfiance sur cette province centrale d'Afrique de l'État islamique et dans la frontière entre le Congo et l'Ouganda. Peut-être que c'est de là-bas qu'il vient. Et aussi dans ces entretiens, dans ces enregistrements que j'ai écoutés entre les journalistes et les locaux, ce n'est pas seulement les AKM, c'est aussi des bazookas et des autres armements plus lourds. Légères, mais plus lourdes que cette Kalachnikov traditionnelle de djihadiste. Vous aviez évoqué Maputo, donc le gouvernement central. Vous aviez dit que c'est un gouvernement assez faible, hein, à la fois administrativement et militairement.
je le dis, je crois qu'ils ont quelque chose comme 10 ou 12 000 hommes pour toute leur armée, très peu d'équipement. Vous aviez évoqué la venue de mercenaires. Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Et on a vu Mhm. aussi qu'il y a eu une évolution au cours de ces derniers mois, de ces dernières semaines, par rapport à ce point-là. Bien sûr. Avant ça, seulement dire un autre truc sur les militaires, parce que c'était euh, une erreur, c'est-à-dire au début. Maintenant, je ne sais pas si c'était une erreur, si c'était exprès, c'est-à-dire la première action administrative du gouvernement central de faire partir des militaires, de permettre un renforcement militaire au nord, ils n'ont pas envoyé les militaires plus expérients. Ils ont envoyé exactement les cadets de l'académie militaire pour qu'ils gagnent quelques expériences réelles et quelques expériences sur le terrain. Et ça, on a vu ça aussi par les vidéos que les réseaux sociaux ont passé. On voyait des enfants avec des armes en complète panique à faire la fuite, à courir, à pleurer, en panique complète. Alors, ça, c'était aussi une erreur. Et un autre témoignage anonyme que j'ai accès, c'est un militaire des jours d'aujourd'hui, des jours de mars, à dire, écoutez, je suis sur le front de bataille et je peux vous dire que ces djihadistes euh, l'armée mozambicaine est en syntonie avec ces djihadistes parce que les actions qu'on prend, il y a des moments plus propices pour les attaquer, mais on n'a pas l'ordre pour les attaquer dans le moment comme ils viennent dans les bouquins qu'on a étudiés à l'école, mais pour un moment plus propice à la défaite, c'est là qu'ils nous disent pour faire l'intervention. Alors, moi, en tant que militaire, ça c'est le témoignage, moi, en tant que militaire mozambicain, je suis venu pour l'armée pour défendre ma patrie. Je ne sais pas quand je vais mourir, je ne savais pas même avant d'être militaire, mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas mourir pour une action comme celle-là, qui est un truc qui veut favoriser les djihadistes et ne veut pas défendre la patrie. Ça, c'était un témoin d'un militaire qui a demandé son anonymat parce qu'il a entendu que les choses pouvaient être plus simples seulement avec les hommes mozambicains qui sont là-bas. Mais ce n'est pas comme les choses se passent. Pour le moment, d'accord avec ce témoignage. Mercenaires. Hmm. Bon, mercenaires, on a parlé déjà de ça tout à l'heure. Il y a évidemment aussi un intérêt économique de la Russie en Afrique, en toute l'Afrique. Je crois que si ce n'était ce truc de coronavirus, même dans la future, ça peut être un scénario même meilleur pour qui veut entrer en Afrique et qui n'a pas tradition en Afrique. Les Russes, les Chinois, c'est un très bon exemple. Alors, à cause des hydrocarbures, il y a évidemment un intérêt des Russes d'être présents. Je crois qu'il y a une entente. M. Poutine a immédiatement disponibilisé quelques militaires euh, russes, surtout de Wagner, de l'entreprise Wagner, qui va aussi entrer un choc avec un monsieur Eric Prince. Je ne me rappelais pas de son nom, il va entrer, mais je me suis rappelé maintenant.
il Donc va Eric Prince entrer. qui est propriétaire de Academy et Academy, XO Academy Exactement, et et à c'est le l'époque fondateur Blackwater. Blackwater, exactement. C'est ce monsieur Eric Prince qui maintenant sauve l'économie mozambicaine. L'économie mozambicaine est prise depuis 3 4 ans euh, d'un scandale financier du temps du président Guebuza, et voilà, maintenant je me rappelle du nom de l'ancien président, que Armando Guebuza, je c'est ça? m'avais Ouais. oublié, Armando Guebuza, exactement. Mm. Dans la présidence de M. Guebuza, il y a même son ministre des Finances qui est encore en prison en Afrique du Sud. C'était un scandale énorme à propos des bateaux de pêche. Et dans le total, ça arrive à 2 milliards de dollars. La dette publique, la dette publique mozambicaine à propos, le scandale économique de que je parle, je ne me rappelle pas de son nom aussi, mais ça va venir. Proindicus, pardon, laisse-moi me rappeler de ça, après tu dois couper ça. Ô Sandra, como é que se chama aquele escândalo, pá, dos barcos, das dívidas ocultas? Como é que se chama? Oh. Sim, ela disse dos submarinos, não é submarinos, é dos... Aquilo tem um nome, pá. Não me lembro mesmo. Akram, laisse-moi, parce que ça c'est un nom sonnant. Ce que je parle, je me rappelle pas du nom do scandale. Oui. É que era Proíndicos, era não sei o quê. Sim, pá. Tu m'écoutes, Akram? Allô? 5 sur 5. 5 sur 5. Ah, ok, tu m'écoutes, très bien. Je fais un search. C'est Manuel Chang? Manuel Chang, exactement. Oui. Dívidas ocultas. Sim, o Chang está na prisão porquê? Como é que se chama aquele coisa? Aumentar a ler, monitor, governo. E esta porcaria agora que está lenta como o caraças. É Matum. Alors, je reprends, Akram, tu es là? Je suis là. Ok, très bien. Alors, ce que je disais, c'est que avant de parler des Russes, on doit comprendre que la phase finale de la présidence du président Guebuza, après Nyusi être président, après que Guebuza n'est plus président, il y a un scandale financier au Mozambique qui s'appelle le scandale Ematum. Ematum, c'était la compagnie nationale des thons, de la pêche des thons. Il avait il y a aussi un officiel, un responsable de Crédit Suisse qui est en prison à cause de ce scandale, que à la fin, ça donne 2 milliards de dollars de préjuge à l'État mozambicain, et il y a les signatures qui ont permis tout ce scandale sont des signatures du ministre des Finances, du ministre de la Défense, du propre président Guebuza. Alors, il y a ici tout un complot de la tête de la pyramide qui croyait qu'il va faire plus une fraude qui sera silencieuse, qui personne
va le savoir. En tout cas, il arrive, Monsieur Eric Prince, l'Américain qui était le fondateur de Blackwater, et propose un business à l'État mozambicain et sauve. D'ailleurs, il prend tous les bateaux de pêche dans ce business. Alors, il y a déjà une flotte maritime, une flottille maritime au Mozambique pour, à travers de la pêche, contrôler une partie intéressante des eaux territoriales mozambicaines. Et il est maintenant la personne qui soutient l'économie mozambicaine après ce scandale. Alors, il y a évidemment un intérêt de les Russes être dans ce plateau et d'être dans ce jeu de chess. Monsieur Poutine a immédiatement libéré Wagner pour faire une intervention au nord, pour aider les forces mozambicaines. Il y a aussi qu'entendre que ma perspective sur ce qui se passe depuis 2017, je maintiens cette idée. L'idée finale, c'est de créer un no-go zone dans cette province du Nord et toutes les compagnies d'hydrocarbures qui veulent s'installer sur le territoire doivent déjà être avec une entreprise de sécurité privée. Alors, ça, c'est un combo pour, obligatoire pour investir au nord du Mozambique. Dans tout Donc, ce contexte, pratiquement reproduire le schéma de la Somalie, quoi. exactement, exactement, faire là-bas une petite Somalie, exactement. Parce que le modèle déjà existe, c'est très, d'une certaine façon, c'est très simple de le faire, de le suivre et de le contrôler. C'est-à-dire, on a déjà un modèle et un exemple, mais on peut prendre des exemples à partir de là. Alors, l'intérêt des Russes est clair en Afrique et plus clair ici aussi. Les Wagner sont arrivés. Ce qui s'est passé après, c'est une série de malentendus. Je parlais tout à l'heure d'un militaire mozambicain qui, sous l'anonymat, a dit que, basiquement, il a dit le Mozambique aide les djihadistes à laisser faire et laisser passer et on fait les interventions dans les pires moments. Et voilà que les Russes ont commencé à avoir ce problème avec les Mozambicains parce que quand ils comprennent que c'est le meilleur moment pour attaquer, c'est exactement comme les Mozambicains les bloquent et disent non, on doit attendre des ordres supérieurs, on ne fait rien pour le moment. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est la morphologie du terrain. C'est l'Afrique, c'est la jungle, et tout ce que ça apporte, depuis le moustique jusqu'au crocodile. C'est aussi une zone avec beaucoup de lacs et des rivières et pantaneuses, avec des défis qui ne sont pas faciles à, à gagner. Et je crois que c'est pour cela qu'après sont les Sud-Africains qui viennent, c'est intéressant de voir que les Sud-Africains ne viennent pas en silence comme les Wagner sont arrivés en silence. Les Sud-Africains viennent avec beaucoup plus de bruit, viennent avec des hélicoptères, viennent avec les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, etc. et font plus de spectacles que les autres qui sont naturellement plus discrets. Alors, c'est la guerre au nord du Mozambique, c'est la guerre territoriale
pas pour la terre fertile comme j'ai commencé à parler, c'est une guerre pour le gaz, c'est une guerre euh, pour le terrain, c'est-à-dire il faut avoir déjà un pied sur le terrain pour avoir des avantages pour négocier. C'est une guerre aussi pour une côte très intéressante, c'est-à-dire c'est une côte où l'océan Indien là-bas est le plus doux que les gens peuvent imaginer. Je parle d'un scénario de paradis touristique comme je parle d'un scénario de paradis touristique avec des îles désertiques, des îles où personne est là-bas et qui donne une sécurité énorme aux djihadistes et qui peuvent aussi servir comme une base de projection de force pour le continent, sont des îles aussi utilisées dans ce réseau de trafic de drogue. Il y a toute une série de caractéristiques là-bas qui sont très paisibles pour tout le monde, soit l'investisseur qui va là-bas faire un grand investissement avec les hydrocarbures ou les pierres précieuses ou le bois, ou sera très intéressant pour qui a une perspective plus touristique de cette région, l'accès à la mer. Après, il y a aussi un port très intéressant, ce n'est pas Cap Delgado, c'est dans la province sud de Nampula, mais c'est le principal port de la région, c'est précisément à Nacala, très proche de Nampula. Nacala aussi, à cause de ce port très intéressant, a un aéroport qui est en ce moment un aéroport au niveau de quelques aéroports européens. C'est un aéroport vide, bien sûr, mais il y a là-bas un aéroport avec des dimensions et des caractéristiques qu'on peut dire, mais ça c'est où? C'est en Europe ou c'est en Afrique du Sud? Non, c'est dans une petite ville qui s'appelle Nacala, qui a un port industriel, un port de mer, des eaux profondes, et il y a à côté un géant qui est un aéroport. Alors, tout ça sont des conditions, il y a une logistique qui ressemble à quand l'État islamique a fait sa base dans les régions pétrolières du nord De de Syrie l'Irak, et du de l'Irak. Ouais. Kurdistan, exactement, et que pouvait déjà faire les transferts et faire l'exportation de pétrole et de tout ça. Alors c'est une région qui donne une sortie pour toute la planète d'une façon très très intéressante. Et les infrastructures sont là et sont déjà prêtes. Il faut seulement prendre le territoire et les utiliser. Dernière question, à votre avis, le futur du Mozambique, le futur de cette région nord du Mozambique, est-ce qu'il sera compliqué ou bien est-ce que vous espérez que on arrivera à Oui, une solution? il sera toujours compliqué parce qu'il n'a été jamais facile, surtout à partir de la distance qu'elle a de la capitale au sud. Cette capitale la capitale est là-bas maintenant parce que c'est très proche, c'est à 100 km de la frontière avec l'Afrique du Sud, c'est très proche, c'est à 250 km de Johannesburg. Alors c'est très logique de, de, de déplacer, et je parle de déplacement de cette capitale, parce que je veux rentrer en arrière pour répondre à cette question. Parce que dans le temps des Portugais, jusqu'à
1912, je crois. Je ne suis pas certain sur cette date, mais je crois que la capitale du Mozambique, jusqu'à 1912, était dans la île de Mozambique, qui est juste en face de Nampula, cette ville que j'ai parlé tout à l'heure. Parce que c'était un endroit plus central du Mozambique. Et plus central et avec plus de conditions. Et climatiquement, c'est un des endroits meilleurs dans le monde et les Portugais ont toujours choisi les endroits avec un climat agréable pour travailler. Bon, ce déplacement se fait au début du siècle XXe pour Lourenço Marques, la baie de Lourenço Marques, qui est aujourd'hui Maputo, précisément pour être plus simple de faire la liaison de train de la capitale du Mozambique jusqu'à la capitale de l'Afrique du Sud. Et c'était plus facile aussi pour la région du Rand, la région de l'or sud-africain. C'était plus simple de faire une ligne de ferroviaire pour recevoir l'or et aussi pour les marchandises, tout ça, et aussi pour envoyer des travailleurs mozambicains pour travailler dans les mines. Dans un détail historique qui n'a rien à voir avec ça, mais je profite pour le dire, c'est un détail intéressant. Les autorités portugaises ont défini pour cette masse migratoire qui vient de l'Inde, qui vient du Pakistan, ce qui est aujourd'hui le Pakistan, les Anglais avaient un contrat avec les Portugais. C'était tous les travailleurs pour les mines orantes qui viennent de l'Inde britannique peuvent passer sur le territoire portugais au Mozambique, peuvent passer à l'entrée et peuvent passer à la sortie parce qu'ils vont là-bas faire des contrats de 5 ans pour travailler dans les mines et après ils rentrent chez eux un an. Bon, ça c'est aussi une des raisons pourquoi il y a une énorme population indienne au Mozambique, pas seulement pour la colonisation avant que les Portugais sont arrivés là-bas. Après, il y a eu aussi des épisodes de confinement dans des trains, des gens qui sont restés dans les temps pendant une quarantaine de 40 jours à cause d'une épidémie quelque, et ces gens après ne rentrent pas en Inde, ils restent au Mozambique. C'est un autre exemple. Mais l'exemple que je voulais dire, c'est que les autorités portugaises, à partir d'un certain moment, ont décidé de ne pas recruter des Mozambicains au nord du parallèle 32 ou 34. C'est dans la région de Inhambane. C'est-à-dire que qui vient au nord de Inhambane va mourir de froid en Afrique du Sud dans les mines. Alors pour éviter ça, il devait être des gens plus proches du sud du pays qui ont une résistance plus forte au froid. Bon, pour rentrer dans ta question principale, comment sera le futur? Le futur, il y a aussi une perspective coloniale portugaise qui continue à être un cauchemar pour les leaders à Maputo. C'était les Portugais à partir de Lisbonne ont toujours, à partir du 19e siècle et à partir de la pacification du territoire, disons, et de la présence effective des Portugais par tous les coins du pays, nous avons une perspective que pour faire de cette colonie profitable, elle devait être cassée en 3 territoires administratifs indépendants différents. Et là sont les grandes rivières qui font
division territoriale, de la même façon que le rivière Rovuma fait la division entre Cap Delgado et Tanzanie. Cette idée de faire du Mozambique un pays plus productif et plus rentable dans une espèce, une fédération de 3 régions n'est pas morte jusqu'à aujourd'hui. Et alors, ce que je crois que ça peut redresser dans les esprits des gens, c'est un Mozambique fédéral dans le futur. Le Mozambique post-Covid peut être un Mozambique fédéral. Et après, avec un enclave de guérilla au nord, Cap Delgado, avec les djihadistes à essayer d'établir son califat, et les compagnies pétrolières avec ses propres mercenaires et ses propres agences de sécurité privées à faire face à ce groupe djihadiste. Ça, c'est ce que je pense que peut être une solution, un scénario possible. Un autre scénario, c'est, à mon avis, peut-être c'est ce qui se passe dans les esprits de l'élite de Frélimo et de l'élite de Maputo, qui sait, et c'est pour cela qu'ils ont appelé les Russes, c'est on va tuer comment dire, on va faire la preuve que c'est impossible pour les autres armées du monde faire face à ce groupe, pour qu'on aura la légitimité. Ils ont déjà la légitimité, c'est sol souverain mozambicain. Mais à l'international, on a la légitimité de prendre cette guerre pour nous-mêmes sans aucune intervention ou volonté étrangère. Et c'est là, nous, avec les djihadistes, qu'on va diviser le gâteau. Et c'est avec les djihadistes qu'on va diviser le gaz, on va diviser les rubis, on va diviser les richesses de la terre, on va continuer à avoir une partie significative de notre gâteau, mais on est en paix, parce que là c'est aussi une région avec énorme présence islamique, et ça c'est faisable, et c'est faisable parce qu'on va maintenir surtout le morceau du gâteau qu'on ne veut pas perdre, que c'est les hydrocarbures. Je ne sais pas si je me suis, je te semble un peu naïf à t'expliquer ça, mais quand je parle avec les Mozambicains qui sont là-bas et qui comprennent meilleur que moi euh, euh, la pensée des élites, c'est exactement ça. Ils croient qu'après un déterminé étage, ils peuvent régler les choses avec les djihadistes. Mais ils ne comprennent pas la mentalité djihadiste. Ils ne comprennent pas ce prosélytisme militant qui va, comment dire, qui va toujours gagner du terrain. Gagner du temps et gagner du terrain. C'est comme j'ai dit à tout à l'heure. Imagine que tu parles avec un djihadiste, tu parles avec Baghdadi. On est dans le war room avec Baghdadi et on dit Baghdadi, ne va pas pour ce sens car tu vas trouver un mur là-bas. On casse le mur, quel est le problème? Alors, ce que je veux dire, c'est que les élites, s'il y a une idée de que seulement le pouvoir mozambicain va
essayer ou arriver à faire face à cette montée islamique, elle ne va pas arriver à le faire seulement. Elle croit qu'elle peut le faire. Et je crois que le truc des mercenaires, c'est ça le Vox Populi aussi, c'est ça l'idée des locales. Maintenant, ils ramassent les étrangers pour faire preuve à les étrangers que ça, c'est pas possible d'être gagné avec l'aide des étrangers. Alors, ça sera toujours une no-go zone où les élites, les macontes, les généraux macontes peuvent faire tout ce qu'ils veulent ici et ils croient qu'après, ils peuvent établir une entente avec l'État islamique et que ça va servir pour les deux côtés. Comme ça, c'est impossible parce que l'État islamique va toujours euh, vouloir bouffer plus de terrain, plus de territoire, et ça ne va pas arriver. Mais bon, euh, euh, comme je vois le futur plus proche, je le vois terrible pour là-bas parce que la présence de l'État mozambicain à Cap Delgado était déjà une présence faible. Maintenant est plus faible et maintenant est plus faible aussi à cause du coronavirus. Et voilà, si les djihadistes commencent dans une structure de dans une structure schématique d'assurance sociale, comme les frères musulmans le font, par exemple, ou comme la mafia le fait au sud d'Italie. Ces djihadistes commencent à avoir une structure là-bas qui les permet de répondre à l'aide que les populations ont besoin, alors là, ça sera très difficile pour reprendre ce territoire. Et tout ce qui va faire reprendre ce territoire, c'est les réserves d'hydrocarbures qui sont déjà là-bas. Et ça, c'est le motto et le principal motto pour la présence de l'État islamique là-bas et la principale motto pour la présence des mercenaires, pour la volonté des mercenaires ou d'autres compagnies de sécurité, et aussi pour le pouvoir central, ce que il faut dire que le pouvoir central est centralisé dans trois figures, dans trois, quatre, cinq figures euh, qui sont d'ethnie maconde, et cette ethnie maconde chrétienne qui est issue originaire de Cap Delgado, qui manipule tous les enjeux maintenant. Mais avec le Covid, ça sera encore plus difficile pour Cap Delgado d'être la Cap Delgado que j'ai connue quand j'étais là-bas, 2004-2005. Un endroit, un paradis, carrément un paradis pour ceux qui le visitent. Un paradis aussi très primitif, c'est-à-dire très primitive dans tout le sens du mot, et je veux dire très primitive aussi dans la pensée des gens, et c'est aussi une forte avantage pour les djihadistes. Quand les djihadistes arrivent et donnent son discours basique, primitif, de halal et haram et tout ça, ça attire les gens l'acceptent. Et les gens même font le stakfirullah à penser on vit dans la péché depuis 50 ans et c'est maintenant qu'il y a quelqu'un qui vient nous ouvrir les yeux. Sur cette note, on vous dit au revoir, Raoul Braga Pires. Je rappelle, vous êtes animateur du site Maghreb Mashrek et vous êtes journaliste spécialiste des questions de l'Afrique, du Nord et du Moyen-Orient. Merci beaucoup. Merci.
Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre page Facebook MENA Défense et sur notre compte YouTube MENA Défense. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode.